Bienvenue à toutes et à tous pour cet après-midi de la Madi Keynote 2021. Nous sommes très très contents de vous recevoir depuis le Grand Contrôle à Paris. Vous pouvez nous suivre en direct sur nos réseaux sociaux et le site dédié et plateforme. Et puis tout sera disponible en replay. La défiance envers les médias a largement diminué en 2020, d'après le 34e baromètre de la confiance dans les médias publié par Lacroix, Kantar et OnePoint, avec une actualité dominée par la crise sanitaire. Mais il faut relativiser cette légère évolution. Depuis des années, le manque de confiance demeure ancré chez les Français. Pour preuve, la crédibilité accordée aux médias par les Français demeure faible. La radio dépasse légèrement les 50% dans ce baromètre. La presse écrite et la télévision sont en dessous et Internet est largement à la traîne avec 28%. On ne compte plus les manifestations et meetings politiques dans lesquels des journalistes ont été insultés et même pris à partie par des personnes qui ne croient plus dans l'information diffusée par des médias établis. Ce n'est plus un signal faible, c'est une réalité. Une recherche d'informations alternatives et par voie de conséquence d'une vérité alternative. Cette réinformation désirée est rendue possible et amplifiée notamment par la technologie et le fonctionnement même de la diffusion des réseaux sociaux numériques. En cette année particulière d'élection présidentielle, les médias doivent donc encore plus trancher sur la place qu'ils veulent laisser à la technologie. Demain, quelles seront-elles pour informer? Peuvent-elles permettre aux médias de reconquérir un public et des générations? Peuvent-elles servir à l'information sans tomber dans de simples gadgets? Et finalement, comment l'innovation bouscule-t-elle la fabrique de l'info? Pour en parler, j'ai la chance d'être accompagné par Cyril, journaliste média, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous sommes ici au Grand Contrôle avec Arnaud Maupin, directeur de l'innovation du groupe TF1, Yacine Taï, qui est le cofondateur de la start-up Kinetic, et Benoît Raphaël, journaliste et entrepreneur et créateur du gentil robot Flint, dont on parlera lors de cette keynote. La première question est pour vous, Arnaud, directeur de l'innovation TF1. Est-ce que mettre de la 3D dans un JT peut aider à reconquérir le public qui s'éloigne de la télévision et notamment de son offre d'information? Comment le groupe TF1 incorpore cette question? Alors, en fait, la technologie elle va nous permettre de traiter un certain nombre de points et donc aussi des évolutions par rapport à ce qu'on veut montrer à nos téléspectateurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vu d'ailleurs dans la crise Covid, vous l'évoquiez juste avant, un besoin de se réinformer, de se retrouver et de pouvoir partager des informations et aussi de comprendre. Il faut qu'on aide à comprendre. Et finalement, un point qu'on peut noter, c'est que par rapport à il y a plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, où on arrivait au JT de 20h, on découvrait l'information. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Finalement, on est abreuvé de push notifs toute la journée. Et ce dont on a besoin, ce qu'on recherche, c'est de l'explication, c'est de l'illustration. Voir ce qu'on peut voir ce qu'on ne peut pas voir. Et là-dessus, finalement, il y a des outils qui sont aujourd'hui très pertinents pour faire ça. C'est la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle, c'est des animations 3D qui permettent d'illustrer finalement à la fois l'information, qui permettent, comme je disais, de montrer ce qu'on ne peut pas voir. Typiquement, hier soir, aux 20h de TF1, on faisait un sujet sur la voiture du futur. Ben voilà, la voiture du futur, il y a des choses qu'on peut montrer, il y a des prototypes qui existent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas montrer. Et du coup, utiliser ces technos-là nous permet de montrer finalement cette information et de prolonger finalement l'expérience, de projeter l'expérience du téléspectateur. Et finalement, c'est moins une question de reconquête d'audience que de mieux expliquer l'information? Je dirais que les deux sont liés parce que effectivement, c'est ce qu'attendent nos téléspectateurs. Finalement, ils attendent une information qui soit éclairée, qui soit illustrée, qui soit établie sur des faits, qui soit vérifiée. On pourra y revenir. Là aussi, la technologie peut nous aider. Mais effectivement, oui, c'est pour répondre aux attentes de nos téléspectateurs et je pense que ça y participe. Mais est-ce que ces innovations, elles ne s'adressent pas finalement en premier lieu à un public déjà conquis? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît? Alors d'abord je vais faire mon relou avant de commencer, parce que je suis censé refuser en fait tout débat où une femme n'est pas représentée, et j'étais négligent, je pensais qu'il y avait une femme dans le panel, normalement je ne devrais pas être là, et comme je suis engagé auprès notamment de Jamais sans elle, donc voilà, mais c'est important parce que la sous-représentation des femmes dans les médias, notamment pendant la période du Covid et aussi dans la technologie, c'est hyper important, que vous avez un rôle majeur à jouer, et voilà, donc je tiens à le dire. Et vous faites bien, on en est conscient. Voilà, et j'ai pas fait attention, j'aurais dû vous le dire avant. Et donc oui, donc votre question c'était est-ce que ces innos finalement ne s'adressent pas
en partie un public déjà conquis, c'est-à-dire qui est habitué à avoir ce type d'innovation, etc. Je crois qu'il faut prendre la question de façon plus large, parce qu'on a tendance à ramener toujours l'innovation à la technologie, et donc forcément un public parfois plus jeune, alors qu'en fait l'innovation c'est surtout en fait essayer de s'adapter en fait aux usages, et donc la technologie elle va transformer le monde, elle transforme les usages, la façon dont on s'informe, dont on reçoit l'information. Par exemple, aujourd'hui, l'information qui est un vrai chaos, donc il y a une surinformation et parfois un doute par rapport à l'information à l'émetteur du média. Donc ça, c'est la technologie qui le provoque, mais en fait, le résultat, c'est que derrière, on a besoin d'un journalisme ou d'une façon d'aborder l'information qui s'adapte à ça, qui s'adapte à cette méfiance et à ce côté un peu perdu. Donc je crois que la technologie, elle provoque d'abord les usages, mais il faut ensuite simplement, comme on a toujours fait dans les médias, bien observer l'évolution des usages. Vous avez le sentiment que, par rapport au baromètre dont parlait Thomas tout à l'heure, que dans ces technologies, on va pouvoir piocher des choses pour, combler un peu ce fossé qui nous sépare, qui sépare les médias, les journalistes du public ? Alors oui, alors nous, ce qu'on a fait avec Flynn pour rappeler ce qu'on est, nous on utilise l'intelligence artificielle et collective pour permettre une meilleure sélection de l'information personnalisée grâce en protégeant des fake news notamment et de la surinformation. Et en fait on le fait parce que à l'origine du chaos de l'information dans lequel on est, qui revient dans ce sondage-là, mais on a aussi fait un sondage IFOP en juin dernier, qui montre que plus de 9 Français sur 10 estiment qu'on ne peut plus débattre sans se battre, 8 Français sur 10 estiment être submergés par l'information, 6 Français sur 10 trouvent que l'information produite par les médias, mais en général, les stress. Donc on voit bien que ce problème-là, il est provoqué en partie par la nouvelle circulation de l'information, qui est provoquée par les algorithmes. Vous savez que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont leurs propres règles. Et donc ce qu'ils veulent, c'est créer le plus d'engagement possible pour avoir le plus de publicité possible, notamment pour Facebook. Et donc ils se sont rendus compte que ce qui crée le plus d'engagement sont souvent les contenus déprimants, donc qui amènent à la dépression, voire au suicide, et les contenus polarisants, notamment aux États-Unis, donc les plus extrêmes, etc. Et donc ils ont tendance à non seulement à renvoyer des contenus de plus en plus extrêmes, polarisants, mais surtout à transformer des lecteurs, des utilisateurs qui sont relativement équilibrés, comme la plupart des gens en général, les amener dans des groupes extrêmes, etc. Donc face à ça, c'est un petit peu ce que disait Alan Turing quand il a inventé la machine de Turing pour essayer de décoder le code secret des nazis pendant les années 40. Il était indéchiffrable par les humains parce qu'il était justement fait par une machine. Il a dit, contre une machine, il faut une machine. Donc je pense que contre cette technologie-là qui désorganise l'information, il faut créer des nouvelles machines qui permettent de faire des algorithmes de recommandation vertueux, qui ne nous entraînent pas dans notre bulle, qui nous attirent pas vers les extrêmes ou ce qui va buzzer le plus, mais plutôt essayer de nous amener quelque chose un petit peu comme en alimentation de l'info de qualité. Si j'en crois ce que vous dites, je ne devrais me méfier lorsque le patron de Twitter dit qu'il veut pacifier les conversations sur sa plateforme et justement sortir un peu de cette logique de confrontation, de discussion clivante. Je crois qu'en fait, il y a les discours effectivement des patrons des GAFA, dans lesquels on peut rajouter Twitter, qui en plus sont de plus en plus embêtés politiquement, mais qui gagnent de plus en plus d'argent aussi en même temps. Donc, et en même temps, il y a ce qui se passe à l'intérieur donc des modèles algorithmiques. Et il y a une enquête qui a été faite notamment par le magazine du MIT, assez profonde, sur les ingénieurs de Facebook, où ils ont vraiment essayé de régler ce problème, parce qu'au bout d'un moment, ça leur pose quand même un problème, un peu. Notamment, le problème, c'est quand il y a on les accuse évidemment de casser un peu la démocratie, ou lorsque des jeunes viennent à se suicider en direct, parce que c'est parfois aussi un peu l'enchaînement logique de ces algorithmes-là. Ils se sont rendus compte que comme ça casse leur modèle de croissance, en fait, tous les modèles qu'ils ont mis en place ne fonctionnaient pas. Et donc ils en reviennent à des systèmes plutôt de modération ou de censure par l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas forcément toujours très efficaces parce que les fake news, les contenus extrêmes s'adaptent très rapidement. C'est un petit peu comme des virus, en fait, un petit peu comme le coronavirus quelque part, et c'est très difficile d'arriver à les arrêter. Donc le discours, il est un peu ambivalent, il est peut-être plus sérieux, en tout cas plus authentique chez Twitter, qui d'ailleurs fonctionne avec moins d'algorithmes. C'est plutôt la foule qui crée une sorte d'algorithme humain, alors que chez Facebook et Google, YouTube notamment, là par contre les algorithmes sont beaucoup plus pernicieux. Yacine, quand on parle technologie, n'est-ce pas avant tout une histoire de génération? Parce que souvent, ces technos sont portés par des jeunes sociétés. Vous en êtes une start-up. Qu'est-ce que vous pensez à cette question? Est-ce qu'on a vocation à opposer génération, technologie, ou est-ce que ça concerne tout le monde?
Je pense que ça concerne tout le monde, parce que quand on parlait tout à l'heure justement de la 3D, qui est censée expliquer, rendre plus compréhensible de l'information, ça s'adresse à des jeunes, mais ça s'adresse aussi à des moins jeunes. On a justement, avec TF1, on a travaillé sur un cas précis qui était montré avec l'émission Demain des cas d'usage futurs. On va utiliser justement la 3D pour rendre ça plus compréhensible, plus immersif. Ça permet aussi de donner un point de vue différent. Ça peut très bien s'adresser à un public jeune, mais aussi à des personnes plus âgées qui parfois n'ont pas la compréhension de ces technologies. Et ça va venir simplifier, déconstruire pour aller dans l'extrêmement petit ou l'extrêmement grand. Donc ça permet à des publics jeunes ou moins jeunes de pouvoir entrer dans le contenu. Après, il y a aussi certes un public plus jeune qui a l'habitude, par exemple, d'être sur des jeux vidéo, sur des contenus plus ludiques, 3D, qui sont plus engageants. Et du coup, se réapproprier ce type de contenu, ça permet aussi d'engager cette audience-là. Donc pour moi, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et quand un grand média s'empare d'une techno, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas déjà en retard et que ce n'est plus une innovation parce qu'il arrive trop tard ? En tout cas, sur le cas de la 3D, je pense qu'on est sur vraiment les prémices de l'usage de la 3D dans les médias. C'est encore exploratoire parce que nous, notre startup vient plutôt du gaming et du cinéma d'animation où il y a beaucoup de 3D qui est utilisé. Nous, on pense que c'est des nouveaux cas d'usage et c'est pour ça qu'on a travaillé justement avec le Media Lab de TF1 qui est sur des sujets prospectifs. Je pense qu'au contraire, on est sur les balbutiements de la 3D dans les médias. Aux États-Unis, il y a de plus en plus justement de médias qui s'y intéressent. Il y a des fonds d'investissement qui commencent à investir dans ces technologies. En Europe, on le sent moins. Donc pour moi, on est au contraire vraiment au début de l'usage de ces technologies dans le journalisme et dans les médias. Arnaud voulait dire un mot sur cette question ? Oui, parce que finalement, on s'aperçoit que souvent la technologie, elle ne crée pas forcément le nouveau contenu ou la nouvelle expérience. On le voit, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des sujets en 3D, en réalité virtuelle. En revanche, à un moment, quand on veut passer une étape, quand on veut faire du volume, quand on veut expliquer davantage, on a besoin de techno pour accompagner finalement cette croissance du volume. Et on le voit typiquement avec Kinetics, hein, globalement. Kinetics, Yacine, tu l'as pas détaillé, mais c'est une techno qui permet globalement de modéliser une animation 3D à partir d'une vidéo 2D. Là où finalement avant, quand on voulait faire ça sur un JT de TF1, il fallait s'y prendre de nombreux jours à l'avance, soit pour modéliser tout à la main, soit pour utiliser typiquement des combinaisons avec des capteurs qui sont à la fois onéreux et qui sont compliqués à mettre en œuvre. Donc on voit que finalement ces technos-là, quand on les intègre, elles nous permettent d'aller plus vite. C'est également le cas finalement sur des sujets comme par exemple les fake news. Voilà, les fake news, ça fait plusieurs années qu'on sent qu'il y a une volonté de comprendre l'information, de comprendre l'origine de l'information et finalement de pouvoir la vérifier, de pouvoir l'expliquer. On a une cellule de vérificateurs chez TF1 qui s'appelle Les Vérificateurs, qui fait un travail formidable au quotidien sur ce sujet depuis plusieurs années. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, même demain plutôt, on aura aussi des technos qui pourront nous accompagner là-dessus et qui va nous permettre de traiter encore plus d'informations, probablement encore plus en temps réel, et donc de pouvoir finalement accroître finalement la qualité de nos produits, la qualité de nos contenus et l'expérience des consommateurs. Et j'imagine que pour vous, un des enjeux, c'est que ces technos ne soient pas perçus comme des gadgets par vos téléspectateurs. Ouais, et finalement, je relance ce qui a été dit tout à l'heure, on ne fait pas de la techno pour de la techno en fait. J'ai presque tendance à dire, idéalement, la techno, c'est bien quand elle ne se voit pas. Alors, parfois, on fait de l'expérience qui peut être un peu waouh à l'antenne, et ça, finalement, c'est complètement assumé, et voilà, c'est aussi le rôle d'un média comme TF1. Mais typiquement, sur l'info, très concrètement, en général, la techno, elle ne se voit pas, elle est plutôt soit en back-office, soit derrière, et finalement, c'est l'expérience, c'est l'histoire qu'on va raconter, c'est le décryptage qu'on va offrir aux téléspectateurs qui compte. Yacine, vous disiez qu'il y avait encore un peu de retard en France par rapport à ce que vous pouviez observer aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce retard, et là peut-être une question pour tous les trois, est-ce que vous pensez que ce retard en France, en Europe peut-être, c'est aussi dû à une certaine génération de dirigeants de ces grands médias qui ont longtemps vu la techno comme un truc de geek et donc qu'on mettait un peu dans un coin, qu'on regardait, qui nous amusait, mais qu'au fond, on avait du mal à intégrer, à véritablement utiliser. Je sais pas quel des trois. Benoît. Je ne vais pas taper sur les patrons de médias. Enfin, en tout cas, je pense que déjà, je pense que ce qui est fait notamment par TF1 au journal télévisé, je trouve que on est vraiment dans un vrai exemple. En fait, on utilise la technologie à bon escient, avec avec une technologie d'immersion en fait, qui s'inspire beaucoup de jeux vidéo. Il y a beaucoup à dire, à beaucoup étudier aussi concernant le jeu vidéo, parce que ça permet il y a énormément de choses qui peuvent nous inspirer dans l'information, en bien et en mal d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les mécanismes d'addiction aussi qui sont aussi à l'heure avec les algorithmes.
Pour ce qui concerne les patrons de médias, je ne sais pas, je crois que beaucoup de patrons de chaînes, notamment en France, sont beaucoup à les regarder aux États-Unis. Je n'ai pas vraiment le sentiment qu'ils soient complètement à la traîne par rapport à ça. Après, je pense que c'est l'attitude, mais il y a quelques années, face au phénomène Internet, on pensait que ça allait être une mode et que ça allait pas durer très longtemps. Puis ensuite, les réseaux sociaux. Et puis on se rend compte en même temps que tout s'équilibre aussi. C'est-à-dire que la télévision a chuté en termes d'audience chez les plus jeunes, mais pas si drastiquement, pas si radicalement. C'est surtout en fait le visionnage de vidéos qui a augmenté dans le temps, dans la journée. Donc en fait, on regarde plus de vidéos dont la télévision et à travers tout ça. Donc je pense que la question, elle n'est pas tant de... Je pense qu'il y a eu une difficulté en tout cas pour les patrons à un moment donné de comprendre ce phénomène-là, que quelque part ils pouvaient mettre en danger aussi le modèle économique des médias. Et je pense que tout ça est en train de bouger assez rapidement aujourd'hui. Oui, Moi, je vais le prendre dans l'autre sens, parce que du coup, quand il y a une décision d'introduire telle ou telle techno, c'est qu'elle existe déjà. Moi, je vais parler du financement des technologies. Aujourd'hui, quand on regarde les fonds d'investissement en France ou en Europe qui sont spécialisés sur les médias synthétiques, etc., il y en a très peu. Nous, typiquement, quand on allait lever des fonds, on n'a pas trouvé de fonds qui sont spécialisés. On a dû faire beaucoup d'éducation parce qu'ils ne comprennent pas les workflows de production, les processus créatifs qui sont derrière, la production de ces informations, etc. Et du coup, il y a peu de gens qui comprennent ces innovations et qui sont capables de les financer aussi. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fonds qui sont spécialisés depuis des années à investir dans ces startups, dans ces innovations. Et donc du coup, il y a l'offre aussi d'innovation qui est beaucoup moins large en Europe, je pense. Aujourd'hui, quand on regarde la technologie qu'on développe, on est les seuls à la développer en Europe. On a 2 concurrents qui sont aux États-Unis, qui ont été financés parce il y a aussi des gens qui comprennent et qui peuvent parier sur l'avenir, sur ces technologies, parce qu'ils comprennent les rouages et les mécanismes et les thèses à long terme de l'évolution des médias, etc. Et je pense qu'il y a aussi une offre qui est plus limitée, je pense, aujourd'hui, et qui est en train aujourd'hui de se développer de plus en plus. Comme on peut le voir au Media Lab, il y a de plus en plus d'innovations qui émergent. Moi, je le prendrais dans l'autre sens, je pense. C'est une transition parfaite pour un peu la deuxième partie, l'innovation au service de l'information. Arnaud, comment un groupe traditionnel et puissant comme TF1 définit sa stratégie d'innovation technologique au service de l'info? Est-ce que vous pouvez nous donner des budgets alloués? Est-ce que sur les 3 dernières années, vous pouvez nous donner un peu une tendance, rentrer un peu dans le cœur du réacteur? Nous, on a une stratégie d'innovation qui est très orientée sur les besoins des métiers, finalement. Si on parle de l'info, quand on décide d'accélérer une startup, c'est pour répondre à des cas d'usage précis. Globalement, on a 3 principaux leviers sur l'information. Le premier, c'est tout ce qui est finalement de la technologie au service du journaliste dans le travail au quotidien. Finalement, comment est-ce que la technologie est capable d'assister le journaliste, de réduire des tâches qui sont parfois répétitives, qui peuvent être automatisées. Et ça, on voit, et finalement, c'est un cas d'usage de la techno qui est assez répandu, et pas uniquement sur la partie média. Typiquement, il y a des technos, on a intégré des technos autour du speech-to-text qui permet à un journaliste de dérocher du contenu, une interview vidéo de 2 heures, en quelques minutes, et du coup de pouvoir naviguer dans ce contenu-là, de faire des recherches et de pouvoir arriver directement à la bonne séquence. Donc ça, évidemment, c'est des technos qu'on regarde. Le deuxième axe, c'est tout l'axe sur finalement identifier l'information. On le disait tout à l'heure, il y a une profusion d'informations qui circulent à une vitesse qui est absolument incroyable aujourd'hui, et il faut être capable d'identifier l'information. Et en plus, cette information, elle présente des niveaux de qualité qui sont assez divers, souvent mis au même niveau, et donc il faut qu'on soit capable d'identifier ce qui a vraiment de la valeur. Et typiquement, on a intégré des solutions qui permettent d'identifier un événement, typiquement en scannant les réseaux sociaux, en identifiant finalement si sur une zone on a plusieurs comptes qui vont poster une image avec une explosion, finalement de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Évidemment, après il y a tout le travail journalistique qui se met en marche et qui va finalement dérouler, mais c'est là-dessus que finalement on va se focuser. Et enfin, il y a toute la partie autour des fake news, où du coup on l'évoquait tout à l'heure, mais voilà, ça fait partie vraiment des axes. Donc on a effectivement un axe qui est plutôt assez techno, c'est pas pour faire de la techno, mais on se dit que finalement sur le métier de l'information, on est capable aussi de changer la façon de faire, d'améliorer le travail au quotidien des journalistes. Et un point important que je voulais évoquer, c'est que finalement, en fait, la finalité de tout ça, c'est de remettre aussi et de renforcer l'humanité, finalement le côté humain des journalistes, de se dire qu'à la fin, ils vont pouvoir être plus sur le terrain. On pourrait se dire
qu'en fait la techno elle va finir par délivrer une information un peu robotisée, et je dis absolument pas ça pour Flint, au contraire, hein. Du coup, en fait tout l'enjeu derrière, c'est de se dire comment est-ce que le contact avec le terrain, comment est-ce qu'aller chercher des sources, aller chercher des informations, aller les expliquer, faire de la pédagogie, comment est-ce qu'on peut consacrer plus de temps à ça. Je vous relance juste sur la partie budget. Du coup, c'est de quel ordre? Et puis, est-ce que c'est en croissance, du coup? On ne communique pas forcément sur les budgets. En fait, nous, on a un programme d'accélération. On incarne la verticale média à Station F, qui est justement le Media Lab, voilà, qui existe depuis 2018. Voilà, donc, on a déjà accéléré plus d'une trentaine de startups. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est vraiment de faire en sorte que ces startups, elles signent avec le groupe. Et aujourd'hui, on a à peu près 60%, plus de 60% d'ailleurs, des startups qui travaillent quotidiennement avec le groupe TF1. Et donc, c'est ça notre indicateur. Finalement, on ne pilote pas tellement l'innovation par le budget. On a un dispositif, on crée des dispositifs qui vont permettre d'accompagner les métiers et de pouvoir finalement faire en sorte que l'innovation, elle se développe dans les métiers. Pour ceux qui nous regardent, celles et ceux, TF1 ne prend pas à chaque fois une participation dans les startups qui sont à l'incubateur. Non, enfin, je ne vais pas dire du tout, parce qu'effectivement, on a un petit fonds d'investissement qui prend des participations minoritaires dans des startups, mais c'est une démarche, je dirais, qui est plutôt décorrélée, enfin en tout cas qui intervient après la phase d'accélération. La phase d'accélération, il n'y a pas de prise de participation à ce moment-là. En fait, le seul objectif, c'est de co-construire avec la startup. C'est-à-dire que, et ça c'est très important, c'est-à-dire que nous, quand on s'est rencontré avec Yacine, finalement, la première fois, on était plutôt assez loin d'imaginer une collaboration, hein. Kinetics était plutôt sur la partie jeux vidéo, nous on était sur la partie média, mais on n'avait pas forcément identifié ce cas d'usage pour la partie création 3D. Et en fait, toute la discussion était de se dire qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble. Si jamais on peut acheter une solution sur étagère, honnêtement, ça ne sert à rien de l'accélérer, on ne co-construit pas, on travaille avec la startup et on le fait assez souvent. En revanche, quand on veut co-construire, là oui, on a besoin d'un programme d'accélération qui va nous permettre finalement de travailler sur un nouveau cas d'usage, et c'est ce qu'on a fait avec Kinetics. Pour donner un peu de concret, quand on a commencé nous a été créé en août dernier. En janvier, nos algorithmes, vous imaginez qu'ils n'étaient pas au point, quoi. On mettait une vidéo, la sortie de l'algo, il tremblait dans tous les sens. Mais avec TF1, en discutant sur le produit final vers lequel on veut tendre, nous, la barrière qu'on avait, c'était recueillir notamment de la donnée, générer de la donnée pour pouvoir entraîner nos algorithmes, arriver au niveau de qualité. Ça réglait d'un côté la problématique de processus de production et raccourcir ces temps-là pour TF1. Et nous, de notre côté, ça nous permettait d'avoir de la donnée propriétaire qui permettait d'entraîner nos algorithmes. Donc, du coup, c'était un win-win. Et du coup, on s'est mis des milestones en disant voilà le nombre de données qu'il nous faut, voilà le type de données. Et c'est comme ça qu'on a pu, du coup, calibrer aussi ce que nous, on pouvait gagner en tant que start-up dans cette collaboration et ce que TF1 pouvait en tirer aussi comme bénéfice pour le JT. Arnaud, vous avez mentionné parmi les enjeux pour TF1 la question de la lutte contre les fake news. À l'aune de cette campagne présidentielle, on parle beaucoup de deepfake. Est-ce que, Benoît Raphaël, vous pensez que c'est quelque chose dont on doit vraiment avoir peur, ou est-ce qu'on joue un peu à se faire peur avec cette technologie ? Pour l'instant, on joue encore un peu à se faire peur, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce que ce sont des technologies qui sont encore difficiles à utiliser, en tout cas, et à déployer. Donc c'est un peu la raison. Il y a encore un petit côté artisanal, même si la technologie permet de le faire. On le voit déjà avec le texte, avec des logiciels comme GPT-3, par exemple, qui ont été par OpenAI, donc qui permettent en fait de générer du texte automatiquement. On voit déjà que ça va très très vite. Donc il n'y a pas de raison que demain des robots puissent créer assez rapidement. Là, c'est possible aujourd'hui, mais rapidement et de façon, on va dire, industrialisée par n'importe qui aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué, en tout cas, si on veut vraiment que ça soit bien fait. Mais on commence à en voir, plutôt, mais beaucoup dans le cinéma. Ça aide aussi les producteurs de séries aussi de remplacer un acteur quand il est malade ou quand il est mort. Ça arrive aussi. Donc en fait, ça a pas mal d'avantages. Donc c'est toujours pareil. C'est une technologie qui a ses inconvénients. Je suis pas sûr pour l'élection présidentielle, on en voit beaucoup, mais on pourra en voir un quelque part, mais je pense que c'est pas vraiment pour aujourd'hui. Par contre, il faut plutôt s'inquiéter de ce qui va être partagé partout sur les réseaux sociaux, et notamment par les politiques eux-mêmes. Parce que vous craignez qu'on puisse y trouver quoi parmi ces contenus problématiques ?
Les fausses informations, on connaît ça assez bien. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on va balancer une photo qui correspond pas à la réalité, puis une information qu'on a récupérée, qui parfois peut être une fausse information. Il y a un YouTuber qui s'est amusé à faire un faux document du préfet de police sur le confinement, en annonçant, je crois, un 4e confinement, un 3e ou 4e confinement au moment. Donc, on était fin 2020, mais il a vraiment fait en 5 minutes. Il a fait sur Photoshop, il a balancé ça sur Facebook, alors qu'il n'a pas beaucoup d'abonnés sur un compte. Et le truc est parti en un quart d'heure et ensuite a été vu des millions de fois. Donc on voit bien, parce que ça répondait exactement à l'attente de ce qu'une certaine partie, et encore une fois, c'est une minorité de la population, mais hyper active sur les réseaux sociaux, est capable de s'emparer. Donc c'est très facile à faire, en fait. Et c'est très facile à faire pour s'amuser, c'est très facile à faire pour déstabiliser. Et on s'est rendu compte assez récemment, par des enquêtes qui ont été faites, que c'est très facile à faire pour gagner de l'argent. On gagne beaucoup d'argent en balançant des fausses informations parce qu'on se finance par la publicité. Je reprends le fil de se faire peur évoqué par Cyril, en prêchant un peu pour notre paroisse. Il y a beaucoup d'articles qui prédisent que les robots vont remplacer les journalistes à terme. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce que je dois avoir peur en tant que journaliste? Il y a déjà pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. Moi, j'appelle ça en fait la singularité. On approche de ce qu'on appelle la singularité informationnelle. Vous savez, la singularité, c'est le mythe de la singularité, c'est quand l'intelligence artificielle deviendrait plus intelligente que l'humain et dépasserait. La singularité informationnelle, ce serait plutôt le moment en fait où les robots vont finir par ne parler qu'aux robots, et donc la production en fait de contenu peut être accélérée par sa robotisation, et du coup les moteurs de recherche ça risque de créer une boucle en fait qui va complètement affoler les moteurs de recherche. Et c'est déjà en train de se faire. Je vous ai parlé de OpenAI qui permet, alors si vous avez déjà joué avec, vous verrez, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que à la fin, quand je demande au robot de m'écrire un article sur un sujet, le robot écrit, je sais même pas s'il m'écrit n'importe quoi en fait, c'est hyper bien écrit, hyper documenté avec des noms de chercheurs, etc. Et du coup il faut déjà faire de la vérification. Mais il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a un outil qui s'appelle Writer notamment. Il y a plusieurs outils qui permettent déjà d'accompagner le journaliste pour écrire, parfois de l'aider à changer son style, de mettre en place une charte éditoriale pour guider le journaliste pour qu'il rentre dans la charte, et parfois d'écrire à sa place. Donc en fait, on est en train d'y aller, mais ce sont des outils extraordinaires en fait pour les médias, pour les journalistes, que cela permet d'aller plus vite aussi et de se concentrer sur le contenu. Maintenant, si on laisse ça et que c'est mal utilisé, notamment par des gens qui veulent faire du content marketing, du marketing de contenu pour vendre leurs produits, on va voir arriver un déballage énorme de millions et de milliards de contenus dans la grande poubelle de l'Internet qui va faire que ça va devenir de plus en plus compliqué de trouver des bonnes informations. Arnaud, quand vous discutez avec le côté rédaction du groupe TF1, est-ce que vous sentez une envie de découvrir vos outils? Est-ce que vous sentez une réticence? Comment sont vos rapports avec eux? En tout cas, il y a un intérêt. Après, effectivement, la technologie, elle questionne toujours sur la capacité à intégrer ces technos-là. Mais effectivement, nous, on parle souvent du journaliste augmenté, en se disant le journaliste de demain, il va disposer d'outils qui vont lui permettre finalement d'être plus efficace, d'être plus efficient. Typiquement, il y a plein de tâches, en fait, on n'en parle pas souvent, mais qui sont faible valeur ajoutée, typiquement d'aller chercher des contacts. Voilà, c'est toute une partie du travail du journaliste. Si demain on a des outils, alors c'est pas forcément de la haute technologie, mais des outils qui nous permettent de faire ça, ça va permettre d'accompagner le travail du journaliste au quotidien. Donc oui, on est tout à fait capable d'intégrer ces technos-là, et typiquement aussi, nous on travaille aussi sur des sujets en se disant, est-ce que demain on est capable d'intégrer des outils qui permettent aux cellules, par exemple de vérificateurs, on parlait des fake news, pour contrôler l'information. Quand je dis contrôler, c'est la vérifier. On a tous sur nos les Word, typiquement des correcteurs orthographiques, voilà, qui permettent de dire tel mot est faux. On peut très bien imaginer demain d'avoir une technologie qui nous permet de dire telle phrase est surlignée en rouge parce qu'elle est fausse, parce que j'ai identifié une source fiable qui va contredire finalement cette affirmation, ou inversement la souligner en vert parce que j'ai une source fiable qui va la valider. Après, il y aura évidemment toute la surcouche du journaliste, des équipes de journalistes qui vont pouvoir la valider, la contrôler, mais on se dit qu'il y a vraiment des outils qui vont nous permettre en fait d'être plus efficaces sur ces sujets-là. Et honnêtement, quand on parle de ces outils, parfois sur des réflexions un peu long terme, il y a une vraie envie d'avancer. En France, on peut passer à la troisième partie parce que je vois que le temps tourne. On peut se demander si l'innovation est un allié des médias ou destructeur de modèles économiques. En France, Brut et l'Upsider font figure un peu d'avant-gardistes, sont considérés
à tort ou à raison, comme les médias les plus innovants du moment. Yacine, est-ce que c'est des médias que vous consommez et qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ? Bon, j'avoue, je suis consommateur de ce type de médias. Je pense que c'est des formats qui sont plus percutants, ils attrapent l'attention, etc. Mais c'est pas le seul type de média. Enfin, c'est un type de média parmi d'autres, c'est un type de contenu parmi d'autres. Et du coup, je pense que ça répond à un certain niche de besoin. Après, les questions qu'il y a derrière, c'est justement les modèles économiques. C'est des médias qui aujourd'hui cherchent encore leur modèle, etc. Donc ça questionne aussi sur la pérennité de ces médias. C'est clair qu'en termes de contenu pur, ils répondent à un besoin. Après, derrière, il y a encore pas mal de questions, je pense, sur la pérennisation de ces modèles-là. Sur les questions d'innovation, on parle de Brut, Loopsider, de Flint. Présentez-nous votre robot, Benoît Raphaël. Ce que À permet qui il s'adresse? Oui, alors Flint s'adresse à la fois au grand public mais aussi aux entreprises, puisque Flint permet de sélectionner les meilleurs contenus d'information qu'on peut trouver sur Internet, donc ça soit du podcast, des newsletters, des articles, des vidéos, etc. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, mais aussi collective, c'est-à-dire que nos algorithmes ont été entraînés sur la base de plus de 20 000 experts, donc on a beaucoup d'humains qui participent à ça, et on envoie des liens sous forme de newsletters, donc c'est complètement personnalisé, en évitant de nous enfermer dans la bulle. Donc les algorithmes sont des algorithmes vertueux qui essaient de s'adapter à notre exigence de qualité. Donc ils s'adaptent à l'expertise de l'utilisateur. Et quand il n'y a pas assez de contenu, ou qu'en tout cas ça manque, on produit nos propres contenus qui permettent notamment, là hier on a sorti un kit vaccin qui permet de débattre du vaccin avec que l'effet, sans se battre. Parce que c'est très compliqué. Moi j'en peux plus. À la fin je dis même je veux plus parler du vaccin. Mais je pense qu'on peut être vacciné et continuer de s'interroger. Donc en tout cas c'est aussi fait pour ça. Voilà, donc on a 20 000 abonnés, puis on a des offres payantes, notamment pour les entreprises, où on a des robots très spécialisés qui viennent apporter, on va dire, de l'inspiration, essayer de comprendre comment le monde bouge en fait, et d'aller sélectionner que des infos en dehors du bruit qui vont nous être vraiment utiles. On est sur la valeur d'usage de l'information. Est-ce que, Arnaud, vous pensez que des médias comme Flint, comme Brut, comme Loopsider auraient pu naître au sein d'un grand groupe comme TF1 ou d'un grand groupe de médias, ou est-ce que, au fond, ces innovations-là ont pour une vocation de naître ailleurs, en fait? C'est logique qu'elle puisse naître ailleurs, mais c'est pas du tout incompatible avec le fait qu'elle puisse naître chez nous. On a annoncé il y a quelques mois typiquement une initiative autour d'un JT personnalisé qui sera lancé d'ici fin d'année et qui finalement reprend aussi cette idée de rester ce qu'on est. Finalement, ce qui est important, l'idée, c'est pas d'aller singer ce qui existe à l'extérieur, c'est de garder son ADN, et je pense que c'est ça que les gens recherchent. L'info de TF1, c'est de l'info qui est fédératrice, qui est étayée, qui s'appuie sur des faits, qui est ouverte, qui enferme pas finalement des téléspectateurs dans une bulle. Et quand on se dit qu'on va faire un JT personnalisé, on se dit pas qu'on va faire un patchwork uniquement centré sur les intérêts d'un utilisateur, mais au contraire de se dire qu'on va pouvoir donner l'information qu'il y a à voir dans la journée, de se dire qu'on va aussi pouvoir cibler des sujets sur des centres d'intérêt particuliers, mais aussi d'ouvrir, de proposer une ouverture. Et finalement, c'est pas du tout incompatible de se dire qu'on est capable d'aller adresser des nouvelles cibles avec un nouveau produit, tout en gardant son ADN, sans chercher forcément à copier ce qui peut se faire à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques secondes, ça m'intrigue, c'est quoi ce JT pour les gens qui n'ont pas vu passer l'info, ce projet à venir, c'est pour quand ? C'est un projet pour fin d'année, donc de se dire comment est-ce qu'on peut proposer une expérience autour de notre JT avec nos contenus, notre façon de décrypter l'information, qui puisse du coup être plus modulaire, qui puisse garder finalement cet ADN-là, mais en s'adaptant finalement aux besoins et aux nouveaux usages. Sur la plateforme TF1 ? Encore à définir. Okay. Mais ça veut dire que c'est un programme dans lequel on retrouverait des incarnations qu'on connaît, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray ou d'autres, ou est-ce que au contraire là on enlève ces visages-là pour être seulement sur du contenu Non, l'idée c'est pas du tout de gommer ce qu'on est, de gommer de gommer ce qu'est TF1, au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'on assume totalement et dont on est très fiers. Peut-être une dernière question un peu prospective à tous les trois. Ces dernières années, est-ce qu'il y a des innovations en termes d'information qui vous ont bluffé en France, à l'étranger, pour se rendre compte déjà ce qui existe et ce vers quoi on peut aller? Yacine, vous parliez des États-Unis avec votre regard, vous avez peut-être des choses à nous partager?
Là, c'est plus dans l'entertainment, mais je pense que ça va venir dans les médias. Vous avez peut-être vu le dernier épisode de The Voice aux États-Unis avec des avatars, avec tout ce qui est avatar en temps réel, du coup, en modèle. Il y a aussi tout ce qui se passe au Japon avec les virtual YouTubers, etc. Je pense qu'il va y avoir une énorme avatarisation aussi et des médias synthétiques en temps réel qui vont être utilisés pour véhiculer de l'information, et ça va permettre à des gens qui aujourd'hui, le phénomène des virtual youtubeurs, c'est des gens qui ne veulent pas se montrer eux-mêmes, montrer leur visage, mais qui veulent quand même avoir une effigie, quelqu'un qui le représente. Je pense qu'on va énormément vers cette avatarisation. On parle aussi beaucoup des metaverses, je pense que c'est un sujet aussi. Je pense que l'information va passer aussi dans ces mondes virtuels dans lesquels on va passer énormément de temps. Facebook, Snapchat investissent énormément de temps dans les plateformes, énormément d'argent dans ces plateformes-là. Et le contenu va se déplacer vers ces plateformes, à mon sens, dans les prochaines années. Ça veut dire que ce n'est pas juste les journalistes qui doivent avoir peur pour leur place, c'est aussi Nikos et Nagui, pour ce que j'en comprends. Les présentateurs, même dans le divertissement. Ça va remplacer, ça va être des alternatives, des alter ego, comme ils les appellent, qui seront des doubles digitaux. Ça coûte moins cher à produire. Pas à ce stade, pas forcément. Pas encore, ouais. Mais avec les technologies qui se développent, ça va être démocratisé en tout cas. Je ne crois pas que cette technologie soit faite justement pour remplacer forcément un animateur avec qui il y a un lien très fort, mais c'est pour proposer une expérience qui soit différente. On le voit effectivement, Yacine l'évoquait sur The Voice. Ça participe au show, en fait. Ça construit une expérience qui est très différente, qui est d'ailleurs, quand on le regarde, assez inspirée de ce qui existe dans le gaming. Et donc je pense que c'est pour proposer ce genre d'expérience et pas forcément pour remplacer en tant que tel. En 10 secondes, Benoît, vous aviez envie de nous faire part d'une innovation qui vous a bluffé ces dernières années. C'est pas pour vous piéger. Hein. Oui, alors je suis très mauvais pour prédire l'avenir. Je vois, je me plante et j'ai tendance à regarder plutôt ce qui se passe maintenant. On va dire qu'en tout cas, je pense que dans l'évolution, on va avoir de la production automatisée de plus en plus. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce que c'est bien et en même temps, ça va un petit peu affoler le système. Et je pense qu'en fait, la prochaine innovation sera plutôt un retour à l'humain, un retour à ce que j'appelle moi les circuits courts de l'information, un peu comme dans l'alimentation. On est passé des supermarchés à une volonté aussi de retrouver, de rapprocher le lien. Et je pense que c'est ça qui sera certainement l'innovation de demain, de rapprocher l'humain de l'audience. Très bien, merci à tous les quatre, c'était passionnant, on a un peu dépassé. À suivre, la FinTech est-elle le berceau de l'innovation? Restez connectés sur la Madi Keynote. À bientôt. Attendez.